Pour cette première partie, nous allons nous intéresser à ce qui fait la réussite d'une implantation industrielle sur un territoire, acceptabilité, emploi, foncier, attractivité. Et je suis ravie d'être entourée de Caroline Granier, qui est chargée de projet à la Fabrique de l'Industrie, coordinatrice des activités de l'Observatoire des territoires d'industrie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Baotran Nguyen, vous êtes responsable du pôle études stratégiques à BPI France Le Lab. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et Mathilde Bourges, directrice de la communication et des affaires publiques chez Novo Nordisk. Bonjour Merci beaucoup. Sybille, merci d'être nous accueillir. Merci beaucoup. Caroline Granier, je vais me tourner vers vous tout d'abord. Quelles sont selon vous les ressources essentielles pour qu'un territoire soit attractif pour les industries? Tout d'abord, un territoire doit proposer le foncier qui soit adéquat à l'activité de Mhm. l'industriel. Et j'insiste, quand je parle d'adéquation, c'est par exemple qu'il faut qu'il offre un bassin d'emploi qui est l'expertise requise pour l'activité industrielle en jeu. Il faut aussi que le foncier lui-même réponde en fait aux différentes contraintes que l'industriel peut avoir dans son activité. Par exemple, que le sol soit assez solide Oui. pour accueillir les machines, les équipements dont l'industriel a besoin. Il faut aussi que l'industriel puisse avoir accès finalement à un axe autoroutier, ferroviaire, parce que dans le cas de l'industrie, on transporte quand même soit les produits finis ou alors en amont les matières premières dont il a besoin pour son processus de production. Il faut également qu'il bénéficie d'un cadre d'accueil qui soit notamment adéquat pour satisfaire les salariés, une offre de restauration, par exemple, et aussi la qualité des transports en commun pour que les salariés puissent venir assez facilement, on va dire, sur le lieu d'accueil. Et puis, bien sûr, offrir un cadre de vie aux salariés pour les attirer dans le territoire. Oui, tout un écosystème pour faire que ce territoire soit attractif. Baotran Nguyen, est-ce que on sait quelle est la trajectoire du besoin en nouvelle implantation? Est-ce que c'est en croissance? Est-ce que la France est prête à recevoir ce besoin de croissance, de déploiement industriel? Alors, 2 questions finalement dans votre question. Peut-être le premier point pour commencer, c'est que la France connaît une pause, un ralentissement en tout cas conjoncturel, Oui. pour ce qui est de la trajectoire, de l'industrie et du coup, si on dézoome, un petit peu, toutefois, ce qu'on voit quand même, c'est que la France continue d'ouvrir et d'agrandir, des sites, industriels et si je me porte plutôt sur les dernières années où la trajectoire était en tout cas la dynamique industrielle était encore, puissante, on voit que dans les baromètres industriels de l'État, par exemple, on a en moyenne 150 ouvertures de sites, création de sites et 150 extensions de sites industriels. Alors bien sûr, pour se réindustrialiser et monter en puissance, en tout cas accompagner la montée en puissance de l'industrie, il va falloir faire plus. Nous, ce qu'on a fait dans un grand travail macroéconomique pour porter la part de l'industrie de 9,6 points dans le PIB à 12 points dans le PIB, on a vu que ça commandait, en tout cas, ça demandait, ça exigeait d'ouvrir 10 à 16 gigafactories par an. Donc, c'est vous dire l'ampleur, en tout cas, du chantier, sachant qu'aujourd'hui, on en a moins de 10 en France qui sont actés et qui sont, en tout cas, dans les cartons depuis pas mal de temps. D'accord, donc un rythme qui doit encore Ouais, s'accélérer si de on croissance, veut, voilà, si on veut carrément attendre, c'est démentiel. des Ouais. Complètement. Et pour répondre à votre deuxième question, c'est est-ce que la France est prête à accueillir, en tout cas, ce besoin d'implantation nouvelle et d'extension. Enfin, il y a deux questions aussi mmh là-dedans. Alors, on voit que les Français, en fait, soutiennent profondément l'industrie. Dans un sondage qu'on a fait avec Potluck sur 5000 Français, échantillon représentatif, on voyait que 82% des Français soutenaient très favorablement l'industrie. Par contre, quand on leur demandait s'ils étaient prêts à accueillir ces entreprises chez eux, la réponse était tout autre. Par dans leur exemple, dans quotidien, leur quotidien, voilà. près Au de leur fur, foyer et cetera? exactement. Et on a une question qui est assez singulière, enfin en tout cas symptomatique qu'on avait posée, c'est quel type d'entreprise seriez-vous prêt à accepter en France? Donc là, les premières entreprises plébiscitées, c'était les ETI, entreprises de taille intermédiaire, et les grandes entreprises à plus de 67%. Par contre, quand on repose la même question, mais on leur demande quel type d'entreprise êtes-vous prêt à accepter dans votre commune? Donc là, je reprends les grandes entreprises plébiscitées par 67% des Français. Là, ça descend à 17%. Et dans votre quartier, donc vraiment très près de chez eux, là, on est à 12%. Donc c'est le fameux symptôme NIMBY, not in my backyard. Enfin, OK pour l'industrie, mais pas dans mon jardin, pas près Pas de dans mon chez, jardin. pas près de chez moi, quoi. Et du coup, vraiment, c'est, je pense,
aussi un des sujets sur lesquels achoppe vraiment la trajectoire de l'industrie en France. On va revenir sur cette question d'acceptabilité. Mathilde Bourges, est-ce que donc Novo Nordisk s'est implanté à Chartres, dans le centre Val-de-Loire, donc ça c'était il y a une soixantaine d'années, et vous avez lancé un important projet d'extension il y a 2 ans. Est-ce que déjà vous savez, il y a 60 ans, pourquoi est-ce que ce territoire a été choisi? Alors Novo Nordisk, effectivement, c'est une entreprise internationale de santé. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Chartres en 1961? C'était pour les mêmes raisons qu'on a choisi aussi de réinvestir il y a 2 ans maintenant pour un projet d'extension massif. C'est en lien avec les compétences pharmaceutiques qu'on peut avoir en France. On est vraiment reconnu pour cette expertise. C'est en lien avec aussi, dans les années 60, cette disponibilité du foncier dans une ville qui restait quand même proche de Paris, à un carrefour européen logistique, avec une accessibilité assez facile à différents types de marchés. Et c'est aussi le premier site stratégique qui a vu le jour en dehors du Danemark. Donc la volonté, c'était de rester en Europe et dans un marché aussi important, avec cette possibilité de s'ouvrir sur le monde. Et c'est le cas aujourd'hui, puisque notre site va produire pour plus de 80 pays dans le monde entier. Donc on continue dans cette dynamique pour laquelle on a été, on va dire, choisi à la base, avec un projet industriel majeur aujourd'hui. C'est plus de 2 milliards d'euros qui ont pu être investis en novembre 2023. On est vraiment en plein dans cette exécution de ce projet industriel. On parlait de Gigafactory juste avant. Ce projet très ambitieux, il a pour objectif, en 4 ans, de doubler ce qu'on a pu mettre plus de 60 ans à construire. Donc des ambitions depuis le début de notre site de production et qui ne cessent de se poursuivre pour répondre à la demande croissante de produits dans le monde, notamment pour les personnes diabétiques ou les personnes en situation d'obésité, avec des chiffres qui sont très importants. À horizon 2030, c'est plus de 643 millions d'adultes qui seraient concernés par le diabète et plus d'1,5 milliard de personnes concernées par l'obésité. Et comment s'est déroulée cette nouvelle phase de développement il y a 2 ans? J'imagine que c'est quand même d'autres problématiques qu'il y a 60 ans. On est peut-être plus attentif justement à l'entourage, aux citoyens. Comment est-ce que vous avez travaillé cette nouvelle implantation, ce développement? Alors effectivement, contrairement à 1961 où le foncier était assez facile à trouver, en tout cas dans cette partie de Chartres, il y a 2 ans, l'histoire était un petit peu différente. Et c'est là où aussi il a été clé en fait, de pouvoir se rapprocher des services de l'État, de la collectivité, pour pouvoir envisager les meilleures solutions, à la fois pour l'entreprise, mais à la fois pour les entreprises aussi qui nous entouraient. Quelles étaient les possibilités? Est-ce qu'eux souhaitaient se développer? Est-ce qu'ils avaient assez de terrain? Est-ce qu'on pouvait leur proposer autre chose à Chartres? Donc c'est vraiment ce qui a fait de ce projet d'extension un succès aujourd'hui, c'est vraiment de le penser comme un projet de territoire. Oui. Et en fait, dès le début de ce projet, on a vraiment mis l'ensemble des acteurs ensemble autour de la table. Économique, institutionnel, politique, académique aussi. On y reviendra sûrement plus tard, mais le sujet de la formation est clé sur une ville de taille moyenne comme Chartres pour avoir un site de la taille de celui qu'on peut avoir aujourd'hui, 1900 collaborateurs. Et c'est vraiment ce qui nous a permis de prendre les bons sujets au bon moment, dès le début de ce projet, avec l'ensemble des acteurs. Baotran Nguyen, comment est-ce qu'une entreprise peut bien réussir son intégration dans ce tissu économique et social? Est-ce que peut-être vous avez un exemple concret d'une réussite? Oui, tout à fait. Ça ressemble un peu à ce que vous évoquiez, Mathilde, sur Chartres. Alors nous, on travaille beaucoup, on est vraiment le porte-parole des PME et des ETI. Ce qu'on a vu, c'est que souvent, elles performaient assez bien en matière d'acceptabilité sociale. Et dans un échantillon, en tout cas, de dirigeants qu'on a réinterrogé une trentaine il y a de cela moins de 6 mois, ce qu'on a vu, c'est que pour réussir, en tout cas, ce projet d'intégration locale, ils vont pouvoir recourir parfois à des médiations. J'ai en tête l'exemple d'une entreprise en Normandie qui fabrique des glissières en bois. Ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont eu recours à un médiateur qui a mis autour de la table, exactement comme vous, les élus locaux, les associations de riverains, les populations riveraines et toute la société civile, finalement, pour sécuriser le projet. Et c'est un point de vigilance particulièrement aigu, en tout cas pour les dirigeants, parce que c'est pas parce que, en fait, tout se passe bien, par exemple, dans la Commission nationale du débat public et puis dans toutes les enquêtes, qu'à la fin, il ne peut pas y avoir une levée de bouclier, quoi. Donc, sujet en tout cas très important pour eux.
Peut-être pour compléter aussi, effectivement, on a été dans ce process de commission nationale du débat Oui, public ouais. aussi. On a déjà, on va dire, par culture de l'entreprise, une communication très transparente, très ouverte sur le territoire. Je le disais, plus de 2000 collaborateurs sur une ville de taille moyenne comme Chartres. Ça veut dire que tout le monde connaît quelqu'un qui Oui, travaille dans l'entreprise. Donc, on a vraiment intérêt à communiquer sur ce qui se passe, comment on va le faire, quel impact sur les flux, sur la mobilité, sur la formation. Enfin, il y avait vraiment des sujets qui sont ressortis au cours de la CNDP et qu'on a mis sur la table en fait dès le début, qu'on a travaillé avec les collaborateurs, les citoyens, les personnes qui avaient envie de se mobiliser, qui avaient envie de comprendre et qui avaient envie de participer en fait d'une manière ou d'une autre à ce projet. Donc vraiment en faire un projet de territoire. c'est ça, Ce que collectif. vous dites, c'est très intéressant, en tout cas sur la partie ancrage territorial. Je pense que ça détermine beaucoup Mm. le succès, en tout cas, des projets d'implantation ou d'extension. C'est pas pareil d'être une start-up industrielle et d'arriver, j'allais dire quasiment ex nihilo, dans un territoire Oui. qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a les bons actifs que Caroline a décrits, le foncier, peut-être le bassin d'emploi, etc. Donc là, il y a vraiment un sujet de travail, souvent qu'ils ont fait parfois avec un médiateur ou en se faisant accompagner, et d'être finalement une PME qui est dans le territoire depuis 40 ans, voire une PME familiale, ou d'avoir comme vous en fait des collaborateurs qui ont leur famille dans le bassin, et en fait de pouvoir en tout cas se développer aussi plus sereinement, et d'être aussi de taille en tout cas assez moyenne et plus imperceptible en tout cas pour le paysage local. Si je peux Oui, compléter, oui. sur le débat de la CNDP, il est important parce qu'il fait naître effectivement ce dialogue entre les différentes parties prenantes. Toutefois, il faut être vigilant. Vous parliez de projet de territoire et un projet de territoire, ça se construit dans le long terme. Mm. Et donc, il faut favoriser les dispositifs sur le long terme parce que finalement, le dispositif CNDP, c'est finalement un moment précis du projet Un instant d'implantation. T du projet, oui. Oui. Mais justement, quels seraient les éléments à travailler pour un territoire pour devenir attractif à une industrie? Vous en avez cité quelques-uns, mais est-ce qu'il y a peut-être une priorité, surtout aujourd'hui en France? Comment est-ce que les territoires qui sont peut-être moins sur le devant de la scène, qui accueillent moins de territoires d'industrie, peuvent les accueillir et les attirer? Bah, en fait, il faut d'abord qu'un territoire ait conscience de l'ensemble de ses ressources. Vous l'avez dit, hein, un territoire, c'est un construit historique. Dans vos propos, ça ressortait très, très nettement. Donc, en fait, chaque territoire, finalement, a son histoire, a sa géographie et aussi a ses ressources, ses centres de formation, son foncier, disponible ou pas, hein. Ça dépend vraiment Mmh. des territoires. On a beaucoup parlé de la ZAN, mais en fait, un des problèmes de la ZAN, c'est elle ne s'applique pas uniformément à tous les territoires parce que tous les territoires n'ont pas le même espace disponible. Donc la contrainte, elle vient accroître des tensions, là où pour d'autres territoires, en fait, finalement, elle ne va pas tant accroître que ça la tension puisqu'il y a beaucoup de disponibilité. Donc, bien sûr, les centres de formation, le développement, soit de centres de formation au niveau des 15-16 ans. Là aussi, on en parlait tout à l'heure ensemble, la sensibilisation des lycéens pour qu'ils aillent justement vers des formations professionnelles. Et puis aussi, ça passe par une formation au niveau des ingénieurs aussi. On a besoin aujourd'hui de l'ensemble des Ouais. qualifications dans l'industrie. La pénurie, elle ne s'applique pas seulement aux opérateurs ou pas seulement aux ingénieurs. On a vraiment une pénurie sur l'ensemble des qualifications. Et puis, un facteur important qui est l'attractivité. Si on veut faire venir à certaines catégories, on sait que, par exemple, les cadres veulent avoir un foncier, un immobilier très particulier. Donc, il faut travailler sur cette offre de logement-là. Tout à l'heure, j'ai parlé des transports en commun. La mobilité, c'est un facteur extrêmement important. Il faut penser à comment les salariés se rendent à leur lieu de travail et comment ils rentrent chez eux dans un temps Oui, relativement... qui tiennent sur une journée déjà. Voilà, exactement. Mais est-ce que, par rapport à la France entière, quel est le bilan de l'attractivité des territoires en France? Est-ce qu'il y en a, la majorité ont réussi à construire tous ces éléments-là et peuvent être attirer des industries? Il y en a encore, ou est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui sont assez faibles à ce niveau-là? En fait, ça dépend beaucoup, de la dynamique locale, hein. On a différents cas de territoires. Des territoires, en fait, on a parlé de désindustrialisation, mais il y a des territoires, en fait, qui n'ont jamais cessé, d'être industriels, hein, et qui ont réussi à faire perdurer, leur dynamique. Il y a des nouveaux territoires qui émergent, notamment dans le quart nord-ouest,
de la France, la spécialisation industrielle très marquée, notamment Bretagne, Pays de la Loire. On l'observe vraiment relativement aux autres territoires depuis les années 1990, par exemple. Et puis, il y a des territoires qui ont subi la désindustrialisation, notamment la fermeture de mines de charbon, pour lesquelles il est très difficile de se relever, parce que derrière, il faut établir finalement un nouveau plan de politique territoriale. Et pour cela, il faut effectivement que tous les acteurs concernés se mettent autour de la table. Et ça passe élus, encore une fois, élus, citoyens, industriels, centres de formation, maisons de l'emploi, pourquoi pas aussi les offices de tourisme. On parlait d'attractivité. Aujourd'hui, par exemple, la culture, développer l'offre culturelle, ça fait aussi partie des plans en fait, de certains territoires pour favoriser une meilleure attractivité. D'accord, développer la culture pour l'attractivité industrielle. Oui. Bertrand Nguyen, vous qui échangez régulièrement avec des dirigeants, et vous avez parlé tout à l'heure de médiateurs, mais quelle serait la première difficulté pour ces dirigeants pour penser à un projet industriel et développer un projet industriel sur un territoire? Ouais. Alors, je dirais que le diagnostic sur les difficultés, il est assez connu. Vous connaissez sans doute les 5 F d'Olivier Luandi, les freins, en tout cas, de leur analyse, qui sont le foncier, le financement, la fiscalité, la formation et les formalités. Alors, nous, au contact des dirigeants, on l'a vu, mais avec une acuité particulière. Je dirais que quand on pose la question, finalement, quelles sont vos difficultés, c'est pas la même chose que qu'est-ce que vous regardez en premier. Qu'est-ce qu'ils regardent en premier? Ils regardent le foncier, Caroline l'a dit. Les difficultés, en premier, ça va être le bassin d'emploi. Le recrutement, aujourd'hui, c'est le premier Oui. sujet, le combat, en tout cas, la mère de toutes les batailles pour tous les industriels. Et le deuxième, effectivement, ça va être pas mal tout ce qui est foncier. Et peut-être plus que de pointer les difficultés, là où c'est intéressant, c'est ceux qui réussissent. Mhm. Comment ils vont contourner ces difficultés-là? C'est souvent des industriels qui se situaient dans une trajectoire de croissance assez forte et qui ont parfois accumulé du foncier de réserve autour de leur site principal, si bien qu'un projet d'extension plus tard a été plus facile sans passer par une recherche, par un broker, etc. On voit aussi des industriels qui sont dans cette configuration-là et qui screenent toute la France. Un frein qui est ressorti pour nous aussi avec davantage d'acuité que dans la grande enquête qu'on avait fait il y a 2 ans, c'était sur les formalités administratives. Souvent, la qualité de dialogue avec les élus locaux est bonne, mais en revanche, là où le bas blesse, c'est souvent les délais d'instruction. En fait, les dirigeants nous disent, moi, j'ai pas 5 ans ou 4 ans pour ouvrir mon usine. On en avait un qui travaillait dans le recyclage de paille, je crois, pour faire des éco-emballages. Il avait fini finalement par ouvrir sa première usine au Vietnam et en 1 an. Et là, il est revenu en France pour ouvrir une usine pour se rapprocher, en tout cas, du marché. Ça fait 1 an. Il me dit, j'ai fait 5000 pages de dossier administratif et j'ai toujours pas posé la première pierre. Ah oui. Voilà. Pourtant, la qualité du dialogue est bonne, mais par contre, les délais d'instruction sont longs et c'est vraiment un parcours du combattant. Il me disait même courage, fuyez, de façon assez ironique, même s'il était très patriote. Donc, c'est aussi ça la réalité des industriels, en tout cas aujourd'hui. Mathilde Bourges, comment est-ce que vous faites? On a parlé d'emploi. Comment est-ce que vous faites pour aller en amont de cette difficulté, peut-être ne pas vous retrouver à cette situation où vous manquez de personnel d'emploi et pour justement travailler ça en amont? Ouais. Alors, je rebondis juste sur la mention de la lourdeur administrative. Pour le coup, quand on a un calendrier extrêmement ambitieux en tant qu'industriel, ça fait partie un petit peu de l'attractivité de la France aussi et des sujets qu'on met sur la table dès le début, surtout quand on a des investissements massifs comme on a pu avoir chez Novo Nordisk. Et finalement, ce calendrier, il doit être pas celui de l'industriel, mais ça doit être celui de l'ensemble des acteurs qui sont autour de la table. Et donc, si on s'engage pour avoir un projet aussi attractif qu'il soit, il faut que chacun s'engage aussi à pouvoir tout mettre en œuvre pour qu'on puisse respecter le calendrier. Et donc, nous, on a vraiment eu cette proximité avec les services de l'État. Je pense notamment au dossier ICPE, je pense à l'ADREA, je pense... Et effectivement, je sais que dans certains cas, ça peut être extrêmement lourd. Si on n'avait pas ce suivi, on a des comités de pilotage tous les 2-3 mois avec l'ensemble des services pour s'assurer justement que les sujets sont pris, que voilà, chacun a les informations dont il a besoin pour faire avancer les prochaines étapes. Et sans ça, effectivement, on peut se retrouver dans des situations très, très compliquées pour les industriels. Je reviens du coup... Je me permets juste de rebondir. oui, Et en je vous en effet, on a eu des dirigeants qui ex-post, en tout cas, ont tiré les conséquences de ce que vous décriviez à l'instant. Et en fait, ils nous ont dit, en fait, c'est un travail à part soi de suivre l'avancement administratif. Et parfois, sur une boîte de vin, il y en a qui dédiaient 2 ETP pour le suivi et de l'avancement de toutes les formalités administratives.
Oui, il y a une vraie structure à mettre Ouais, en place, effectivement, tout à pour fait, que ouais. ça puisse avancer. Je reviens sur la thématique de l'emploi et de la formation. Effectivement, quand on a aussi lancé ce projet en 2023, un des principaux critères pour pouvoir le faire à Chartres, en tout cas de notre maison mère, c'était d'avoir la possibilité d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir faire tourner les différents équipements de production. On parlait tout à l'heure de profils pénuriques. J'entendais opérateur, ingénieur, nous en tout cas on le ressent moins. Technicien de maintenance, évidemment. Sur des profils techniques, on se rend compte que il faut penser le recrutement autrement. On peut plus se dire, on va avoir sur notre site de production des opérateurs qui vont arriver tous qualifiés, qui auront déjà tous fait de l'industrie, à minima de la pharma. Alors là, c'est le Graal. Il faut penser autrement en se disant comment est-ce qu'on peut penser des formations pour les jeunes. Donc, on travaille nous Mhm. beaucoup avec l'IUT de Chartres, avec l'IMT. On travaille aussi sur des formations de reconversion. Et de plus en plus, je pense qu'il va falloir aller dans cette dimension-là, parce qu'en fait, il y a une partie de la formation qui doit être faite en amont, avant d'intégrer l'entreprise, parce que sinon, derrière, dans la pharma, ça veut dire des délais de formation qui vont aller de 6 mois à 12 mois. Donc, quand on démarre des équipements de production, ça veut dire qu'il faut anticiper d'autant cette formation-là. Donc, l'enjeu, il est vraiment de se dire comment est-ce qu'on équipe les futurs collaborateurs de la meilleure manière déjà avant qu'ils rejoignent l'entreprise. Mhm. Et ça fait partie aussi de l'attractivité des formations. Comment est-ce que les jeunes peuvent avoir envie de venir travailler dans l'industrie avec tous les débouchés, les différents types de carrières qui existent aujourd'hui dans l'industrie et qui vont continuer de se développer avec les nouvelles technologies et notamment qu'on va aussi mettre en place notamment sur notre site. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cet équilibre entre formation avant d'intégrer l'entreprise et évidemment la continuité de formation après, une fois que la personne va avoir rejoint l'entreprise. Donc ça, c'est aussi un petit peu un changement d'état d'esprit, Oui. à la fois avec les différentes personnes avec lesquelles on peut travailler, les organismes de formation, France Travail. Tout le monde, encore une fois, doit vraiment se mettre autour de la table, mais aussi même pour nos encadrants en interne, de se dire, voilà, les personnes que je vais voir en recrutement, peut-être elles n'ont jamais mis un pied dans l'industrie, et pourtant, c'est peut-être un talent de demain dans mes équipes parce qu'on va les accompagner de la bonne manière. Caroline Granier, j'imagine que ce facteur d'accompagnement, de formation, c'est sûrement quelque chose qui joue énormément dans l'acceptabilité auprès des citoyens d'une implantation industrielle. Quels seraient les éléments vraiment forts pour permettre une meilleure acceptabilité et peut-être ceux qui au contraire, pousseraient à rejeter une implantation industrielle du côté du citoyen en tout cas? Déjà, si on revient sur les motifs qui sont derrière les conflits liés au projet industriel, donc vous avez parlé de NIMBY, mais en fait, derrière NIMBY, on met tout un ensemble de choses. En fait, on va dire la contestation qui est liée au fait qu'on ne veut pas, par exemple, d'une éolienne dans le jardin d'à côté. Alors, certes, ça peut expliquer pour certains riverains le fait, enfin, le pourquoi ils n'en veulent pas. Ça peut être juste la perception de la future nuisance visuelle. Mhm. Mais en fait, derrière ces contestations, vous pouvez avoir effectivement la perception de nuisances visuelles, sonores, la perception de risque quand vous avez une usine de produits chimiques qui s'implante à proximité de chez vous. Effectivement, vous pouvez craindre certains risques. Mais en fait, à côté de ce facteur-là, vous pouvez avoir aussi des motifs qui sont un peu plus, on va dire, déconnectés. Vous pouvez rejeter un projet tout simplement parce que finalement, la population a l'impression qu'on leur impose sans leur en avoir, Oui, sans les avoir informés au consulter. préalable, consultés. On leur met comme ça alors qu'il y a déjà des modifications, par exemple, dans le plan local d'urbanisme qui est en cours. Ils ont l'impression un peu d'être mis finalement dans le projet, mais beaucoup trop en aval, en fait. Vous pouvez avoir aussi des revendications qui sont d'un ordre un peu plus général. Certains peuvent se montrer on va dire, réticents envers un projet, non pas le projet en lui-même, mais parce que derrière, il accompagne une image, je sais pas, du système économique actuel, par exemple, la volonté de privilégier le Made in France à des sociétés multinationales. Donc, finalement, ce n'est pas un rejet du projet en lui-même, Oui, mais finalement des valeurs qui portent derrière lui et de la manière de faire. et de la manière de faire. Peut-être Ouais. juste pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, Caroline, il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé, c'est la notion de durabilité. Comment est-ce qu'on peut aussi avoir un projet industriel d'extension ou d'implantation qui soit aussi durable? Et ça fait partie des thématiques qui sont aussi clés
pour les Oui, pour citoyens, l'acceptabilité, c'est exactement, quels sont les éléments de preuve, comment est-ce qu'on montre aujourd'hui qu'on est capable de se développer durablement en ayant une production neutre en carbone, c'est notre cas depuis 2022. Comment est-ce qu'on peut travailler sur la consommation en eau? Par exemple, dans la pharma, c'est quelque chose qui est clé. Quand on arrive à montrer qu'on augmente notre production, mais qu'on a plus de 40% de réduction de la consommation d'eau, pour les citoyens, ils se disent d'accord, ça ne met pas en péril du coup ma propre consommation personnelle. L'industrie est aussi responsable dans sa manière de s'étendre. Donc pour moi, tous ces sujets-là, ils font aussi partie de la meilleure compréhension de l'industrie par le tissu local. Mais surtout pour la pharma, parce que c'est vrai que c'est une thématique qui peut peut-être faire peur, et j'imagine que vous avez beaucoup travaillé avec les citoyens pour les rassurer, leur dire que ce ne sont pas des industries qui vont être polluantes Exactement. autour de vous. Exactement. Donc, je parlais de la production neutre en carbone, je parlais de la consommation d'eau, mais il y a aussi le fait que ce soit zéro artificialisation des sols dans le cadre de notre projet d'extension. Également, le fait que on ait dû démolir un bâtiment pour pouvoir en reconstruire un nouveau et qu'à 96%, on va réutiliser ces matériaux-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de manières de se développer durablement et il faut l'illustrer concrètement aussi pour les citoyens. Justement, oui. Pardon, je me permets de rebondir. On avait été assez frappés parce que, par exemple, sur la trentaine d'entretiens qu'on a fait là en début d'année, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait tous les freins traditionnels de la réindustrialisation qu'on avait cités ensemble. Mais par exemple, sur l'acceptabilité sociale, on était surpris de constater que c'était finalement un peu le répit de nos dirigeants de PME. Et finalement, dans ceux qu'on avait, qui ont accepté de de revenir vers nous, c'était beaucoup des projets verts, de décarbonation. Donc, quelque part, Oui. il y a la taille, c'est sûr, il y a le secteur, mais il y a aussi cet élément durabilité, décarbonation qui contribue, je dirais, largement, en tout cas, à l'acceptabilité locale. Juste attention, quand on regarde les projets qui sont contestés, aujourd'hui, ceux qui sont les plus Oui, c'est contestés, aussi des projets. c'est les projets qui sont liés à la transition écologique. Et donc, je garde en tête ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de dire qu'un projet est durable. Il faut derrière le montrer Tout et à fait. et ça, c'est très important de montrer qu'il y a l'expertise justement pour apporter des éléments aux citoyens. Oui, parce que qu'est-ce qui va changer derrière un projet lié au développement durable accepté et celui moins accepté? C'est quoi? C'est la communication, c'est tout l'écosystème autour? Oui, c'est effectivement, encore une fois, c'est pas seulement l'information, parce que après, des citoyens peuvent venir contester l'information. Il faut vraiment apporter une expertise, une transparence de l'information. Il faut apporter aussi cette notion de participation du public au projet. Et donc, effectivement, on revient toujours à cette notion un peu de territoire et d'écosystème. En fait, un projet va bien s'implanter dans un territoire parce que finalement, il aura pris en compte ce côté multidimensionnel que sur chaque problématique territoriale, on aperçoit en fait. Et de faire participer en fait les collaborateurs, qui sont nos premiers ambassadeurs. Quand on travaille sur des projets justement de réduction de consommation d'eau, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui vont apporter des idées, qui vont avoir envie de se dire ok, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce processus-là pour que demain on consomme moins d'eau dans notre processus industriel. Donc c'est vraiment aussi toute une démarche, un petit peu un cercle vertueux à mettre en place. Et réfléchir à cette circularité avec les entreprises aussi qui nous entourent, se dire qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi ensemble. Je pense à la géothermie, je pense qu'il y a énormément de sujets où on peut avancer aussi ensemble. On terminera du coup les discussions sur cette réponse. Merci beaucoup Caroline Granier. Je rappelle que vous êtes chargée de projet à la Fabrique de l'Industrie et coordinatrice des activités de l'Observatoire des territoires d'industrie. Bautran Nguyen, responsable du pôle études stratégiques à BPI France, le Lab. Et Mathilde Bourges, vous êtes directrice de la communication et des affaires publiques chez Novo Nordisk. Et tout de suite, on passe à une chronique sur les créations d'emplois par l'industrie.